Donc rebonjour à toutes et à tous pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et bon après-midi à ceux qui étaient déjà là. Donc on poursuit ce colloque sur la décarbonation du transport maritime par la propulsion vélique avec deux tables rondes cet après-midi, celle que je vais animer sur les enjeux pour la marine marchande et celle qu'animera après moi Christine Arrigui, qui est députée de Haute-Garonne, écologiste. Sur la manière notamment du soutien public à cette propulsion vélique. Alors ce matin, on a évoqué notamment les enjeux de décarbonation à l'échelle des bateaux. Moi, je voudrais commencer cet après-midi par insister sur l'enjeu international de cette décarbonation. C'est d'actualité. Ça a été aussi évoqué ce matin avec les projets que porte l'Organisation maritime internationale d'imposer une décarbonation qui atteigne jusqu'à la neutralité carbone en 2050, après une première étape en 2030. Et évidemment, dire que ce colloque, plus globalement, il s'inscrit dans tous ceux qui prennent position pour que cet accord et ses objectifs soient confirmés, validés et définitivement actés cet automne, contrairement à ce qu'on peut entendre, par exemple, du côté de la présidence des États-Unis qui voudrait remettre en cause le principe même de la décarbonation du transport maritime. Pour nous, cette décarbonation, elle n'est pas négociable. Évidemment, ça a un grand impact sur le cadre réglementaire et donc les moyens aussi qui sont derrière à mobiliser pour le respecter. Parce que ça a été dit, le transport maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre actuellement et que cette part pourrait considérablement augmenter si c'était l'un des rares secteurs qui ne faisait pas d'efforts pour réduire ses émissions. Et aujourd'hui, on sait que 85% des échanges de marchandises se font par la mer. Et donc, bien évidemment, l'enjeu est considérable de ce point de vue-là. Alors, pour cette décarbonation, il y a plusieurs solutions. Évidemment, la sobriété, relocaliser un certain nombre de productions, mutualiser un certain nombre de transports, réduire la vitesse, ça a été dit, et je pense qu'on va en reparler dans cette table ronde. Il y a évidemment la question des carburants, du remplacement du fioul lourd par d'autres carburants, mais ça a été dit ce matin et on va y revenir évidemment, le vélique est aujourd'hui la certitude de décarboner à 100% la part du navire qui fonctionne avec cette énergie. Et enfin, comme député de Saint-Nazaire, vous ne serez pas surpris que j'y insiste, ça doit être pour nous une opportunité industrielle et pas seulement technologique ou de recherche et développement, mais il y a bien aussi pour un territoire comme la France un enjeu à aller au bout de la construction de ces équipements et peut-être même d'en faire un levier de reconquête d'une part plus conséquente de construction des navires eux-mêmes pour être à la hauteur de ce deuxième territoire maritime que nous avons et des leaders technologiques que vous avez pu entendre ce matin. Et naturellement, la région des Pays de la Loire, le bassin de Saint-Nazaire, la région nantaise qui compte beaucoup d'entreprises dans la recherche, dans les équipements, dans la construction navale, est évidemment tout à fait intéressé par cette industrialisation et par le développement de ces technologies. Alors, dans le premier tour de table que je vous propose, je donnerai la parole à chacun de nos quatre invités pour une petite dizaine de minutes. Je surveillerai le chronomètre de façon très stricte et puis il y aura des petits signes qui vous seront faits depuis la salle si vous vous en écartez trop. Et puis après, on aura un temps d'échange avec la salle. Donc nos quatre intervenants que je vous présente, même si c'est peut-être pas nécessaire pour vous tous qui êtes des connaisseurs du sujet. Édouard Louis Dreyfus, président de Louis Dreyfus Armateurs et président d'Armateurs de France. Niels Joyeux, qui est juste à ma droite à côté, PDG et cofondateur de Zéphyr et Boré et de Wincop. Olivier Barrault, cofondateur de Grain-Sel, qui fait et du transport et du chocolat. Et du café. Et du rhum. Ça, c'est à consommer avec modération. Et Guillaume Legrand, fondateur de TOWT, qui lui est basé à Douarnenez. Et qui sont donc tous des armateurs, mais pas que, pour certains. Et en tout cas, c'est une porte d'entrée intéressante après l'échange qu'on a eu ce matin dans une dimension plus technique. Donc pour commencer, Édouard Louis Dreyfus.
Merci Mathias, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence ici sur un sujet qui est évidemment extrêmement important. Pour commencer, je vais peut-être reprendre très très brièvement les propos de Mathias. Effectivement, le transport maritime, c'est 90 ou 85% des marchandises dans le monde pour 3% des émissions. C'est trop, surtout que la tendance est à la hausse. Ça fait néanmoins du transport maritime le mode de transport le moins polluant au monde, à la tonne transportée. Pour réduire néanmoins ces émissions, on a deux objectifs imposés par l'Organisation maritime internationale. L'objectif le plus important et plus lointain, qui est 2050, le net zéro. Mais avant cela, évidemment, 2030, l'obligation de réduire de 40% nos émissions de carbone par rapport à 2008. Les armateurs français sont extrêmement mobilisés vers le net zéro de 2050. C'est un objectif que l'on veut garder, que l'on soutient, que l'on pousse, et c'est pas facile. On voit les soubresauts qui existent aux États-Unis notamment en ce moment, qui veulent remettre en cause cet objectif. Et donc, côté armateur français, on est parfaitement en ligne avec cet objectif, parfaitement en soutien, même si il demeure énormément d'incertitudes pour cela. Mais le pire serait de dire dès aujourd'hui qu'on ne pourra, que c'est dur et qu'on n'y arrivera pas. Donc on reste mobilisé là-dessus. Mais avant d'arriver au net zéro 2050, une encore plus grande erreur serait de se dire que c'est le seul objectif et donc d'enjamber 2030. Et donc enjamber 2030, l'objectif de réduction de 40%, est sans doute aussi la meilleure manière de ne pas être au rendez-vous de 2050. Donc soyons d'abord mobilisés, prenons les choses par étapes et soyons mobilisés vers la réduction de nos émissions de 40% pour 2030. Pour cela, il y a plein de solutions sur la table qui peuvent s'appliquer selon les types de routes, de types de navires et le type de transport ou service maritime que l'on utilise. La propulsion vélique, pour entrer dans notre sujet, est évidemment une très 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 bonne solution parce que on a la chance en France d'avoir énormément de sociétés, d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans, qui se développent. On a beaucoup de sociétés qui créent des systèmes de propulsion vélique. Alors peut-être trop, comme le disait Emmanuel Chalid ce matin, par rapport à d'autres pays, parce qu'on ne concentre peut-être pas assez les flux, mais enfin c'est quand même une chance d'avoir en France autant de dynamisme de ce point de vue-là. Mais donc on a deux approches sur la propulsion vélique en France. Il y a le cas d'usage du 100% vélique. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils existent. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup là à cette table. Et c'est, je pense, la meilleure vitrine que l'on peut avoir de notre pays sur le dynamisme et l'efficacité de la propulsion vélique en France. Donc, c'est une très très bonne solution. C'est la preuve que ça marche. Malheureusement, le transport de marchandises, le transport maritime mondial, c'est 11 milliards de tonnes par an. Pour cela, il faut des navires grands, lourds, qui s'enfoncent dans l'eau et sur lesquels la propulsion vélique exclusive ne pourra pas forcément fonctionner. Donc c'est là où il faut évidemment pousser la propulsion vélique le plus haut possible, mais bien s'assurer d'englober tout le monde et d'avoir une approche très générale sur la propulsion 100% vélique et la propulsion vélique auxiliaire, parce que tous les éléments que l'on pourra trouver pour réduire nos émissions, pour être au rendez-vous de 2030 et même de 2050, j'y reviendrai, sont importants. Donc ça c'est un peu le premier point que je voulais faire. Tout le monde doit y trouver sa place et on doit pousser tous ensemble vers le développement de la propulsion vélique parce que tout le monde y trouvera son compte. La propulsion principale, la propulsion auxiliaire et c'est vraiment, on a cette chance en France. Lorsque l'on passe l'étape de 2030 d'objectifs de réduction de 40% et qu'on se fixe sur 2050 vers le net zéro, là encore, on a un peu les mêmes sujets. Il y a évidemment la propulsion vélique principale 100% qui là ne pose pas de problème,
mais on a aussi le sujet de la propulsion auxiliaire, parce que, soyons clairs, pour transporter 11 milliards de tonnes de marchandises annuellement, la principale solution en 2050 pour le net zéro, ce sera de changer les carburants. Ce sera des carburants alternatifs, décarbonés. Et pour cela, on sait aujourd'hui quels carburants peuvent marcher. Ils sont le méthanol, l'hydrogène, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas 1000, mais il y en a, et on sait qu'ils marchent. Le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas produire ces carburants en quantité industrielle pour l'ensemble des besoins de la planète. Et lorsque l'on sera confronté au net zéro de 2050, ce n'est pas que les navires qu'il va falloir propulser, ce sont les avions, ce sont les camions, ce sont tous les modes de transport qui vont faire face à cet objectif. Et donc, aujourd'hui, on connaît ces carburants, on sait les produire, mais on ne sait pas les produire en quantité industrielle. Et deuxième sujet, leur prix de revient en puissance équivalente est de 2, 3 à 4 fois plus cher que le diesel que l'on utilise actuellement. Là encore, la propulsion vélique trouve tout son sens, parce que à partir du moment où on n'aura pas de carburant, peut-être pour tout le monde, et où il sera très cher, tout ce qui viendra réduire la consommation de ces carburants décarbonés, le vélique aura une place énorme, parce que, évidemment, les effets de levier seront très importants, et donc la réduction de l'utilisation du carburant a tout son sens. D'autant plus que, et là aussi c'est une autre solution, enfin, vous en avez parlé ce matin, c'est la réduction de la vitesse, qui est une solution extrêmement facile et peu onéreuse à mettre en place. La réduction de vitesse permet d'optimiser la propulsion vélique. Alors je ne suis pas ingénieur, il y a des gens beaucoup plus calés que moi dans la salle qui vous diront que pour optimiser la propulsion vélique, il ne faut pas aller trop vite, et pour pouvoir optimiser le gain du vent. Donc là encore, la réduction de vitesse et la propulsion vélique seront des très très bonnes solutions pour accompagner d'autres solutions, les carburants décarbonés notamment, pour être net zéro 2050. C'est pour ça que soyons tous ensemble focalisés vers cet objectif 2030 puis 2050 pour utiliser cette propulsion vélique et qui en plus permet d'utiliser le routage météo. On a aussi en France, on a en France des entreprises très performantes qui font du routage météo et qui permettent aussi de fonctionner avec la propulsion vélique. Voilà, enfin, je vais pas être trop long parce qu'on est un petit peu en retard, mais c'était ça le propos un peu liminaire que je voulais faire sur nos objectifs. Je pense qu'on est tous solidaires, tous unis, tous absolument convaincus de la nécessité de garder l'objectif du net zéro 2050 et absolument persuadés qu'il y a des besoins, et du travail et de l'utilisation de la propulsion vélique pour tous les types de transports et de services maritimes. Parfait, merci. Effectivement, 8 minutes 12, la barre est haute pour les suivants. Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais je me tourne vers Niels Joyeux et un peu pour poursuivre le questionnement. Est-ce que le vélique, c'est l'arbre qui cachera la forêt du reste de la marine marchande? Est-ce que c'est une solution pour Happy Few? Ou est-ce que c'est ce qui permettra de fermer la parenthèse de la propulsion carbonée, comme l'a audacieusement évoqué Éric Coquerel ce matin? Merci pour l'invitation. Et bonjour à tous. Oui, j'étais bien inspiré par cette question. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec la propulsion par le vent? C'est une question à laquelle j'essaie de répondre de temps en temps, mais à chaque fois je donne un chiffre au doigt mouillé en disant à mon avis, et ça vaut pas grand-chose, mais j'aurais tendance à dire que la décarbonation du transport maritime mondial peut reposer en gros à peut-être 30% sur le recours à l'énergie du vent, 30% sur la réduction de la vitesse et puis 40% sur le recours à des fuels alternatifs. Et on n'en a pas assez parlé et je pense qu'il faut en parler davantage de ces fuels alternatifs, mais on n'aura pas le temps de parler de tout. Mais voilà, donc c'était juste un chiffre que je sortais de mon chapeau comme ça, vraiment estimé au doigt mouillé. Et là, je me suis amusé à faire un calcul un peu plus poussé. Alors, il y a plein de puristes dans la salle qui trouveront que c'est beaucoup trop approché, mais je retombe exactement sur ce même 30%, donc je suis assez content du résultat sur lequel je suis tombé ce matin.
Donc rapidement, juste pour vous expliquer d'où je parle, donc je co-dirige Zéphyr et Boré, qui fait partie des néo-armateurs français qui se sont lancés ces 10 dernières années dans la propulsion par le vent. Le premier navire qu'on a développé, il s'appelle Canopée. C'est un navire qu'on a développé en joint venture avec une autre société qui s'appelle Gifmar. C'est un bateau de 121 mètres qui rallie différents pays d'Europe à la Guyane française et qui transporte la fusée Ariane 6. C'est un bateau hybride avec 2 moteurs et 4 ailes rigides développées par Ocean Wing et donc qui économise en moyenne 30% de carburant. Je m'arrête un instant là-dessus parce que c'était je pense qu'on peut facilement être perdu vu de l'extérieur en se disant mais pourquoi il y en a qui font 100% et d'autres qui font 15% et d'autres 30 et d'autres 50. Juste pour vous donner une idée avec Canopée, donc on a un client exclusif qui est Ariane Group. Donc on transporte différents morceaux de la fusée Ariane 6 entre Brême, Rotterdam, Le Havre, Bordeaux et puis ensuite on va à Kourou. Et donc parfois le client est pressé et parfois il a du temps. Et donc parfois il faut aller à 16 nœuds et demi, ce qui est une vitesse élevée. Et dans ces cas-là, on va plutôt économiser 10-15%. Puis il y a d'autres fois où on a plus de temps et on va pouvoir traverser l'Atlantique à 12 ou 13 nœuds et à ce moment-là économiser plutôt 30, 35, 40%. Donc c'est juste pour vous dire que les voiles, elles fonctionnent dans tous les cas et elles économisent globalement la même quantité en valeur absolue. Elles économisent toujours autant de fuel, mais simplement quand on veut aller vite, c'est comme en voiture, si on roule à 130, on a une consommation énorme et donc en pourcentage, les voiles viennent économiser moins. Et donc si on avait envie de pousser le bouchon, on pourrait s'amuser à dire on veut faire 100% et donc on pourrait partir du Havre avec Canopée et dire on veut faire 100% la voile, mais ça suppose que il y aurait des gros aléas dans le temps de transport et puis parfois on serait chanceux et on traverserait l'Atlantique en une quinzaine de jours et d'autres fois en 20. Et donc ça, effectivement, dans les chaînes logistiques complexes et industrielles, c'est pas acceptable en l'état. Voilà pour Canopée. Ça, donc Canopée, il existe, il est en exploitation depuis 3 ans. Notre second projet, il s'appelle Windcop. C'est un petit bateau qui va rentrer en chantier dans les mois prochains. Enfin, mi-décembre de cette année, ce sera la découpe de la tôle, de la première tôle. C'est comme la pose de la première pierre pour une maison. Voilà, c'est la première tôle pour un bateau. C'est un petit bateau, mais qui aura quand même la particularité d'être le tout premier porte-conteneurs à voile du monde. Et donc, qui va transporter 210 conteneurs qu'on va exploiter à une vitesse faible de 9 nœuds, ce qui va nous permettre à ce moment-là, du coup, de grimper dans les pourcentages d'économie à la voile, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et donc, il sera mis en service début 2027. Et puis, un troisième projet sur lequel on travaille énormément depuis 3 ans, qu'on a du mal à boucler le financement. Mais on s'accroche et on a bon espoir de faire sortir ce projet dans les mois qui viennent. Et donc, il s'agit de construire 3 gros porte-conteneurs de 190 mètres et 2700 conteneurs. Voilà, en rapide. Donc, pour revenir à notre sujet de savoir quel est le potentiel de la propulsion par le vent. Je peux partager l'écran. Donc, en rapide, 45 500 navires marchands dans le monde, 90% du transport mondial, c'est-à-dire, comme on l'a dit ce matin, que les chaises, le micro, le sac à dos, tout ce qu'on utilise au quotidien est transporté par voie maritime et on peut faire un peu l'approximation selon laquelle en fait la mondialisation entière repose sur le transport maritime. Il n'y aurait pas de commerce mondialisé et le monde ne fonctionnerait pas tel qu'il fonctionne sans les navires. Et donc tous ces navires consomment 211 millions de tonnes de carburant par an, c'est-à-dire seulement 4% de la consommation mondiale de fuel, enfin de carburant, et émet 657 millions de tonnes de CO2 par an. Soit 2%, après les chiffres varient, un peu plus, 2, quelque chose, 2,5% des émissions mondiales. Bon, les écrans sont petits, alors je vais essayer je vais passer vite parce que je pense que vous ne voyez pas bien. Je vais essayer de répertorier rapidement les bateaux. Je pense que pour ceux qui ne sont pas familiers avec le transport maritime, ça peut quand même être intéressant de comprendre un peu qu'est-ce que c'est le transport maritime en général. Je pense que tout le monde a en tête un gros porte-conteneurs de CMA-CGM avec 20 000 conteneurs sur le pont, alors qu'en fait non, c'est pas vraiment que ça le transport maritime. Et donc je vous propose un petit tour d'horizon rapide. Donc les porte-conteneurs, c'est 14% des navires marchands dans le monde. Il y en a 6400. Il y a les vraquiers. Donc, alors je reviens juste sur les conteneurs. Donc les porte-conteneurs, c'est pour les chaussures, les téléphones, les téléviseurs, enfin, etc. Les vraquiers, donc là ça va être du minerai de fer, du charbon, du blé.
Et donc, c'est des marchandises qui sont transportées en vrac. Et donc, ça représente quand même 30% des navires marchands, 31%, avec 14 000 navires. Ensuite, il y a les navires citernes. Donc là, avant, on parlait de vrac sec. Les navires citernes, ça va être le vrac liquide, donc pour transporter soit du pétrole, soit des dérivés du pétrole, et donc des produits chimiques divers et variés. Et donc, c'est quand même 25% des navires. Et c'est intéressant d'ailleurs de se dire que si on consommait moins de pétrole, du coup, il y aurait déjà moins de navires qui consommeraient eux-mêmes du pétrole. Donc, 11 500 navires. Ensuite, il y a les gaziers. J'étais moi-même surpris de voir que c'était comme 5% de la flotte mondiale, 2200 navires. Et puis, des navires rouliers donc, qui importent des voitures d'Asie, notamment. Et donc, 1487 navires, soit 3,2% de la flotte mondiale. Et après, quelques autres navires inclassables, les ferries, la cruise, on va dire les multipurpose cargo, et puis les navires reefer. Et donc ça, c'est assez marginal par rapport au reste de la flotte mondiale. Et donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour expliquer comment on a fait les calculs. C'est forcément, il y a plein d'approximations, parce qu'il faut prendre en compte la vitesse des navires, il faut prendre en compte la salissure de la coque, il faut prendre en compte le fait de savoir si le bateau il est exploité en Nord-Atlantique ou en Sud-Pacifique, etc. Donc il y a plein d'approximations dans le calcul qu'on a réalisé. Mais on a quand même essayé d'imaginer, en mettant à chaque fois un certain nombre de voiles à peu près adaptées à la taille du navire sur le pont, quelles économies est-ce qu'on pouvait espérer réaliser en installant des voiles sur la flotte existante. Et donc, je vais passer sur ces slides pour gagner un peu de temps. Le résultat, pour aller droit au but, comme je vous l'ai dit en introduction, on tombe sur 33%. Donc j'étais assez content de retrouver le fameux tiers qu'on avait estimé vraiment comme ça au doigt mouillé. Et donc, j'en viens aux conclusions. Plusieurs choses. 2 minutes, ok. Plusieurs choses. Déjà, je pense que il faut donc déjà savoir que la voile, c'est pas 100% de la solution, mais à mon sens, plutôt seulement un tiers. Et même ce un tiers, il est assez optimiste, parce qu'on ne prend pas en compte les contraintes de tirant d'air, c'est-à-dire la hauteur des bateaux. Peut-être que certains de ces bateaux passent sous des ponts qui interdisent l'utilisation de certaines voiles. On ne prend pas en compte le fait que ces bateaux, ils n'ont pas été conçus nativement pour utiliser des voiles. Donc, ça veut dire que si on les met, en fait, on va perdre de la place pour la cargaison, et donc ça va avoir un impact économique important. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas magique, et la voile, c'est pas l'unique solution. Malheureusement, j'aimerais bien, je suis un partisan de la propulsion par le vent. Mais voilà, il faut avoir en tête que c'est un petit bout de la solution, et que, à mon sens, vraiment le premier des leviers, celui qu'on peut activer demain d'un claquement de doigts, si tous les navires ralentissent, on peut très rapidement réduire d'un tiers les émissions de CO2 sans baisser pour autant d'un tiers la vitesse. Vous imaginez bien la courbe de consommation d'énergie d'un navire. En réduisant seulement de 10-15% la vitesse, on réduit d'un tiers du premier tiers la consommation des navires. Le deuxième, donc je vous l'ai déjà dit, c'est la voile, c'est pas 100%. Le troisième, je voulais attirer l'attention sur le fait que peut-être j'ai trouvé qu'à la première table ronde, il y avait un peu d'optimisme en disant c'est rentable, on peut y aller, c'est immédiatement disponible. En vrai, c'est cher. Les voiles, c'est cher. Et puis surtout, ce qui coûte cher après, c'est de faire un navire adapté au fait qu'il a des voiles sur le pont. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a des voiles, à la place des voiles, il n'y a pas de cargaison. Donc on va dire qu'à capacité égale, un bateau qui a des voiles, il va falloir qu'il soit un petit peu plus grand pour transporter autant de cargaison que celui qui n'en a pas. Donc c'est un peu plus de tonnes d'acier et un peu plus de millions de dollars à l'achat du navire. Il faut adapter un petit peu la carène, il faut un système de routage. Bref, le surcoût du cargo à voile, c'est pas juste le coût des voiles, c'est un peu plus que ça, et c'est autour de 30-40%, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est des surcoûts en CAPEX qui sont un peu difficiles à répercuter aujourd'hui sur le coût du transport. Et voilà, donc ça c'était la troisième chose. Et puis après, je dirais que qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français, et puis on va dire même au niveau de LFI, si vous avez envie de travailler sur la question. Je dirais que pour nous, le premier levier, je dis pour nous armateurs, premier levier, c'est la réglementation internationale, c'est-à-dire de rendre l'utilisation de fuel polluants plus onéreuse. Donc soit on taxe le fuel, soit on taxe les émissions de CO2, c'est plutôt la deuxième option qui est retenue. Mais sans ça, on ne peut pas y arriver. Et aujourd'hui, utiliser le pétrole, c'est trop facile, c'est trop magique. Il y a trop d'énergie contenue dans 1 mètre cube de pétrole et ça ne coûte pas assez cher. Donc il faut avant tout taxer. Et au niveau français, bon, j'arrive à la fin de mon temps, mais c'est plutôt des aides financières
Moi, je vous dirais, je ne suis pas un financier de base, mais aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps à essayer de financer les bateaux qu'à essayer de les designer ou de trouver des clients, quoi. Vraiment, le financement, c'est une énorme part du travail. Et c'est assez compliqué, je trouve, peut-être au niveau français. En fait, on passe trop de temps à essayer de savoir quelle est la meilleure techno. Est-ce que c'est mieux Grain de Sail ou Toth ou Zephyr Brewery? En fait, non, juste, on a fait des bateaux, on a fait des premiers bateaux, ça marche. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'en faire ou non? Mais il y a un peu ce truc-là où on passe encore trop de temps à se demander quelle est la meilleure solution. Et voilà. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et on pourra revenir ensuite dans la discussion sur un certain nombre de sujets. Je me tourne donc vers Olivier Barraud, donc Grain de Sail, avec évidemment une question aussi de qu'est-ce que ça change en tant qu'armateur quand on fonctionne à la voile par rapport à ses clients, à ses destinations, au lien aussi avec les infrastructures portuaires. Et par exemple, quand on a une usine pour faire du café ou du chocolat, en quoi le Vélic est différent de la propulsion classique? Alors oui, donc je suis Olivier Barraud, président du groupe Grain de Sail, cofondateur également. Donc j'ai eu cette idée en 2010, on a fondé en 2012. L'idée première était de reconstruire des navires marchands modernes, performants, dans l'idée évidemment de réduire les émissions CO2 au strict minimum. Mais avant de construire ces navires, on a quand même cherché d'abord à savoir ce qu'on allait pouvoir mettre dedans. Donc on s'est dit qu'il fallait aller chercher des produits, si possible, qui venaient d'un peu loin, pour que ça fasse sens quand même, qu'on ne fasse pas juste 100 km avec des voiliers. Aller chercher des produits dont raisonnablement personne n'avait envie de se passer, et des produits qu'on ne pouvait pas produire ici, évidemment, pour que tout ça fasse sens. Donc on a développé d'abord une torréfaction de café en 2013, une chocolaterie en 2016, et on a construit donc notre premier navire marchand. Alors je ne sais pas si je peux passer passer les slides. Ouais. Comme ça. Il faut que le câble soit assez long. Et donc on a construit notre premier navire marchand, donc Grain de Sail 1, qui était le premier cargo normé marine marchande au monde. C'était assez rigolo. Évidemment, il était tout petit. C'était un gros voilier déjà, 24 mètres, mais assez ridicule en termes de capacité de charge. C'était 50 tonnes. Mais avec ça, donc, on a levé finalement pas mal de freins réglementaires. On a négocié beaucoup de choses. On est arrivé finalement à le construire. Et on a, avec ce navire prototype, démonstrateur, donc énormément appris. Et c'est un peu ça qui a été le fil conducteur du développement en fait, de la société derrière, c'est d'apprendre petit à petit, de faire grandir les bateaux à chaque fois. Donc on construit ce qu'on appelle des one-off, donc des prototypes. Et donc le deuxième, parce que le premier a vite été rempli évidemment, le deuxième est rentré en service l'an dernier, donc début 2024. Donc là, cette fois-ci, 52 mètres, 2 fois plus large, 2 fois plus haut, donc à peu près x8, x10 en capacité. Et donc, on a également donc, l'envie, donc ça c'est l'intérieur des cales, bon, je vous passe, mais c'est un service assez premium avec énormément de qualité de transport, on va dire. Et donc, on envisage maintenant donc, un Grain de Sail 3 qui serait opéré dans 3 ans à peu près. Et cette fois-ci, donc, on transportait des palettes avec les premiers navires. Là, on bascule donc au conteneur parce que c'est le sens de l'histoire et qu'on n'a pas vraiment le choix finalement. C'est ce que veulent les chargeurs évidemment. Mais ces 3 navires, du plus petit Grain de Sail 1 à celui-là, Grain de Sail 3, en passant par le 2, sont des purs voiliers. Donc, c'est-à-dire qu'on met le moteur pour sortir du port. Quand on arrive à New York de l'autre côté ou l'inverse, on remet le moteur évidemment parce qu'on ne peut pas rentrer dans un port à la voile, surtout Saint-Malo avec une écluse par exemple. Et donc ça nous permet d'avoir des navires qui entre les deux ne fonctionnent qu'à la voile, hors problème de sécurité évidemment, ce qui peut arriver. Mais donc on peut écraser le bilan carbone de façon très très conséquente. Alors j'ai bien écouté ce qui s'était dit précédemment et je suis plutôt très en phase. Sur des navires de très grande taille, on parlait ce matin de 400 mètres, il est évidemment guère possible de réaliser aujourd'hui des purs voiliers, et si c'était le cas, ce serait formidable, on aurait une très bonne nouvelle, mais des mâts pour caricaturer de 400 mètres, je pense qu'on ne sait évidemment pas faire. Mais en tout cas, sur des navires de
plus contenu en taille, hein, donc le 3 ferait entre 110 et 150 mètres. À mon avis, il va évoluer en tout cas, c'est loin d'être fini. On peut encore construire des purs voiliers. On était parti en fait au départ sur Grand Sail 2 pour construire éventuellement un sister ship ou voire deux. Et finalement, donc les chantiers de l'Atlantique, donc Saint-Nazaire, hein, c'est une belle région. Hein, donc il y a 1 an, nous ont dit que nos demandes spécifiques qu'on leur avait adressées il y a déjà pas mal de temps, donc pouvaient être honorées. Et donc on a un modèle de balestron que vous voyez, donc ce sont les mâts, là, donc avec un tirant d'air de 62,50 m. Qui a été optimisé finalement. Donc on a augmenté le nombre de mètres carrés sur ce balestron pour avoir à peu près 1350 mètres carrés de voile par balestron. Donc on arrive à quasiment 4000 mètres carrés en fait, de voile, ce qui est quand même assez énorme. Et ce qui permet donc à ce navire, déjà conséquent, de rester dans la catégorie des purs voiliers. Donc nous, on a une approche par rapport aux objectifs de l'OMI, qui sont quand même des objectifs très, très engagés. Hein. C'est être zéro émission nette en 2050, c'est loin d'être évident. Donc nous, on a pris le pari, c'est un peu une niche, hein, j'en conviens, d'essayer de répondre d'emblée, donc dès aujourd'hui, en fait, à cet objectif, et donc à quasiment tuer en fait le bilan carbone. Alors je ne dis pas que c'est simple, il ne suffit pas de mettre des voiles sur un voilier pour décarboner, et surtout fortement. Mais quand on sait s'y prendre, quand on accepte la montée en compétences régulière, donc comme dans l'industrie, hein, on construit des prototypes, démonstrateurs, et puis on apprend à chaque fois, on améliore, on incrémente en fait le retour d'expérience des navires précédents dans les suivants. On peut en fait petit à petit donc réussir à construire de plus en plus grand, de plus en plus efficace, et il faut accepter en fait de se financer sa propre courbe d'apprentissage, hein, très clairement. Et par rapport à ce qui se disait ce matin, nous on considère que le rôle de l'armateur, donc qui sera l'exploitant également de ces navires, dans la conception, dans la construction et évidemment dans l'exploitation, mais surtout dans l'assistance en fait à la conception et à l'assistance à la construction des chantiers navals, un armateur qui sait exactement ce qu'il veut faire, qui a de vraies compétences dans la conception et la construction, c'est pas que c'est un plus, en fait, c'est absolument nécessaire. Je veux dire par là que les chantiers navals aujourd'hui en France et encore à l'étranger savent parfaitement construire des navires à moteur, ça ils ont une grosse expérience, mais quand on bascule à la voile, surtout sur des purs voiliers, là très clairement on constatera que le savoir-faire en fait est encore très faible. Et je pense que dans 10 ou 15 ans, si je vais revoir Piriou, ils auront énormément progressé, et c'est très bien. Mais ce qui leur est arrivé en fait sur la construction du Grand Sail 2, et je pense des Tautes également, c'est qu'ils étaient très souvent en fait en limite de compétences. Et donc il a fallu énormément les assister. Ça a été un petit peu vexant en fait par moment de voir Grand Sail s'immiscer à ce point dans la construction. C'était un peu vexant pour eux, parce qu'ils disaient quand même, Piriou, je sais faire. Mais à la fin, ils se sont pris au jeu. Ils se sont dit, bon, ok, ils nous ont pas raconté que des salades. C'est vrai qu'ils avaient un peu raison quand même, faut l'admettre. Et ils se sont pris au jeu à la fin, et finalement, ça s'est très bien passé. Mais il a fallu être très sachant, très intrusif, très directif, en fait, souvent, dans la construction et dans la conception, en fait, de ces navires. Donc, ça montre, en tout cas, que comme dans l'éolien, parce que moi je suis issu également du monde de l'éolien, on peut faire un parallèle assez évident. L'éolien, il y a 25 ou 30 ans, c'était avec le solaire, hein, donc le photovoltaïque, c'était les deux énergies les plus chères au monde, quasiment. Il n'y avait pas plus cher. C'était pas très performant non plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on voit les machines qu'on sort aujourd'hui, donc que ce soit des éoliennes offshore ou terrestres, les facteurs de charge, c'est-à-dire la puissance maximum en temps, on a des facteurs de charge d'à peu près 60%, c'est-à-dire qu'une éolienne tourne 60% de son temps équivalent en pleine puissance, en fait. C'est absolument colossal. Il y a 25-30 ans, c'était pas du tout ça. Donc il y a eu un progrès colossal, et je pense en fait que dans le Vélic,
Si on accepte d'apprendre en marchant, si on fait les choses petit à petit, en développant des prototypes et en profitant d'expériences précédentes pour améliorer, faire grossir tout ça, on devrait arriver à des performances, je pense, d'ici 10 ou 15 ans, où on commencera à se dire, là c'est bon, on peut faire vraiment de la grande série, on peut faire des sisterships, on peut développer ça de façon massive. Cependant, attention, si l'idée c'est de remplacer l'intégralité des navires marchands actuels sur l'océan, il y en a 60 ou 80 000 ou 90 000, je ne sais plus, enfin en tout cas c'est absolument colossal. Si on veut remplacer ça par des navires à voile, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil très très profond. Ça ne pourra jamais se faire, à mon avis. Donc nous, on préconise plutôt le transporter mieux, transporter moins. Et si un jour on transporte du shine dans des navires à voile marchands, c'est que vraiment on n'aura rien compris. Voilà. Donc on doit aller vers une évolution également de nos sociétés, de nos civilisations, et redonner du sens en fait à tout ça. Ce que je veux dire par-dessus tout ça, c'est que nous rentrons actuellement, et nous sommes déjà dedans, dans un monde qui va devenir, avec chaque jour qui passe, de plus en plus instable. Instable au niveau du climat, instable au niveau de l'effondrement de la biodiversité, instable également au niveau social, instable au niveau géopolitique. On a ça sous nos yeux actuellement. Et donc, on doit construire des modèles robustes et oublier un peu la performance. Voilà. Donc, il va falloir accepter d'aller un peu moins vite, de faire les choses différemment, mais de donner beaucoup plus de sens en fait à nos vies, à nos actions. Voilà. Le Védic, à mon avis, répond à tout ça de façon très simple en fait et très efficace. C'est plutôt low-tech et c'est robuste et ça marche très bien. Très bien, merci pour cet éclairage et ce témoignage aussi sur l'épopée de Grain de Sail. Guillaume Legrand, je me tourne vers vous avec une précision. Jean-Paul, ne t'énerve pas, ils sont bien au Havre désormais. Voilà, je fais une petite erreur parce que l'épopée a commencé à Douarnenez, mais maintenant c'est bien au Havre qu'ils sont installés, donc n'y voyez aucune provocation de Saint-Nazaire contre le Havre. Guillaume Legrand. Aucune. Mathias, merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le président, madame la députée. Bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Legrand. Je suis le président cofondateur de TAUT, Transoceanic Wind Transport. On fait donc du transport de marchandises à la voile. Merci pour les contenus qui sont là. Je vais tout de suite afficher celui-ci. J'espère que ça marche. Et c'est une photo du navire. Merci de l'initiative de ce colloque dans un contexte qui, on le sait, est extrêmement crucial pour notre secteur, un contexte d'instabilité. Olivier le soulignait à l'instant. Avant de me présenter TAUT, le nombre de navires qu'on a, vers où on va, nos perspectives. Donc, je souhaitais peut-être passer quelques minutes sur un constat de par ce qui a pu être dit, de par le diagnostic qu'on peut porter sur l'industrie maritime mondiale. Le Parlement européen, comme vous le savez, évoque de ces 3%, alors qu'on ne sait pas comment les réduire et que les armes n'atteignent pas le ciel des pourcentages des émissions dues à l'industrie du maritime de l'ordre de 17%. CF rapporte il y a 3 ans du Parlement européen Horizon 2050. On se rend compte que, alors que ce dont nous ne sommes pas spécialistes, les transports, on va dire, terrestres, fluviaux, routiers, je n'en sais rien pour l'aérien, ils ont l'air ambitieux là-dessus, le maritime peine à se décarboner, c'est le moins qu'on puisse dire. N'oublions pas les effets d'échelle et les chiffres dont on parle. Des navires à des déplacements absolument gigantesques, des océans qui restent absolument gigantesques également, et une industrie largement nivelée par le bas. Sachez-le que la plupart des navires, à hauteur de 98% de ceux dont on parle, brûlent un sous-produit du raffinage du pétrole, dit le bunker, qui coûte quelques centaines d'euros le mètre cube, et il est difficile de faire moins cher. En fait, c'est le carburant le moins cher au monde. De par le jeu du pavillon des eaux internationales, des sociétés dites de manning, on arrive à avoir des travailleurs extraterritorialisés à bord de nos navires à quelques centaines de dollars, 200, 300 par mois, pour des embarquements de 4 à 5 mois sur des périodes de 6 ou 7. Donc voilà comment est constitué, et effectivement, ça n'est pas qu'une image, le transport maritime n'est pas que le symbole, n'est pas que la cerise sur le gâteau de la mondialisation, il est la mondialisation, il en est sa colonne vertébrale. On est 2 cofondateurs, Diana Messa et moi,
en 2010, on commence à affréter des voiliers existants. Donc, dans la dimension de marine marchande, il est très intéressant de parler de techno, de marine, de l'aspect ingénierial, et d'ailleurs très volontiers pour vous parler de techno, c'est ma deuxième partie juste après. N'oublions pas la partie marchande. Si c'est pas marchand, ça marche pas. L'idée fondamentale, de par un transport maritime décarboné, face à ce gigantisme, à cette opacité également du transport maritime en vrac ou conteneurisé, et qu'il n'existe pas d'aussi petits pots de terre face à d'aussi gros pots de fer. Les petits voiliers, disons, de transport de marchandises, par rapport, si on compare à l'agriculture bio par rapport à l'agriculture conventionnelle, si on compare les renouvelables par rapport aux non renouvelables, etc., on se rend compte, est vraiment infinitésimal, qu'il doit pouvoir y avoir un chemin d'internalisation de l'externalité positive, qui est la décarbonation du transport maritime, sur le produit final. C'est ce que Grain de Sel fait magnifiquement. On donne une identité au produit puisque le transport lui confère cette qualité, lui confère cette valorisation de l'origine. Donc pendant près de 10 ans, on a affrété ces grands voiliers jusqu'à 60 mètres, on a transporté plusieurs milliers de tonnes de marchandises, alors souvent de façon très artisanale, anachronique, bohémienne, ou d'autres termes assez sympathiques que durant toutes ces années nous ont motivés, si j'ose dire, mais ce transport au moins était décarboné, ainsi que notre allégation qui était très claire, nos produits étaient effectivement transportés à la voile, il ne s'agissait pas juste de vouloir le faire. Ce faisant, et puisque c'était en germe dans notre développement, on a dessiné des grands voiliers cargo modernes, dont un est réalisé ici. Alors, je sais pas, j'ai quelques photos, je les passe comme ça, j'avais rien de plus près que ça aujourd'hui, qui ont donc pu être mis à l'eau, 2 d'entre eux à l'été dernier. Avant d'y venir, j'y viens dans 1 minute. Pourquoi la voile ? Double constat, le vent au large est abondant et il est depuis quelques années, disons une décennie, devenu prédictible. Là où le vent nous a habitués depuis des siècles, notre civilisation est quand même basée sur les grands voiliers, notre mondialisation vient de là, ça n'est pas qu'un symbole, un logo, un slogan, c'est de là d'où nous venons tous, et y compris dans les pires aspects de la mondialisation, comme chacun le sait. Ces grands voiliers cargo modernes sont de nature à réellement décarboner une industrie, je l'évoquais, nivelée par le bas, géant au pied d'argile, très fragile, on l'a vu peut-être post-Covid, avec des taux de fret qui ont été multipliés par des taux très importants, et qui n'a pas réellement d'incitation, car on a très peu de réglementation internationale. Alors l'UE aimerait bien, l'OMI aimerait bien, on se rend compte qu'on est quand même dans la liberté des échanges mondiaux et la massification des navires comme seul levier de décarbonation. Là où le transport maritime dit conventionnel ne peut se décarboner, il y a une opportunité commerciale à développer autour d'un flux largement décarboné et qui peut permettre de valoriser des produits à terroir. Commençons par là, commençons par des produits qui peuvent être transportés à la voile. Peut-être Shine un jour, je doute que Shine, peut-être qu'on aura tout perdu ou tout gagné. Le jour où on transportera Shine, finalement, ça montrera également l'efficacité de la propulsion vélique. Sur l'aspect technologique, quelque chose qui est très important chez nous, on a tendance quand même à différencier, ne pas opposer, mais en tout cas mettre une nuance entre l'aspect éolique ou les ailes et vélique. Ça marche pas tout à fait pareil. Ça marche pareil une partie du temps. Pour nous, c'est environ 30% du temps d'utilisation de la voile. C'est ce qu'on appelle les allures au près. Quand on rentre au près, on doit donc se rapprocher du lit du vent, pour ceux qui comprennent. On doit souvent, pour tenir des vents suffisamment incidents, pousser à la machine pour garder une propulsion dite auxiliaire vélique, ou on pourrait dire propulsion éolique. Chez nous, et donc sur les navires tels que Anemos, que vous voyez à l'écran, ou Artemis, qui sont nos 2 premiers navires, des sister ships, des navires jumeaux, on est plus de 70% du temps sur des allures au portant. Donc le portant, normalement ici on sait ce que c'est-à-dire des allures qui dépassent des allures de travers, de 3 quarts arrière, de grand largue. Et c'est sur ces allures-là qu'on fait du cap et qu'on fait de la vitesse à des vitesses moyennes de 9 nœuds et demi. 2 navires livrés simultanément, construits par le chantier naval Piriou, basé à Concarneau, à l'été 2024, donc disons août 24, août 25, on est sur un premier bilan annuel. On a transporté 27 000 tonnes en cumulé sur des routes nord-américaines, ainsi que des routes en direct des pays producteurs du café, Colombie, Brésil, Guatemala, Costa Rica. On est tout cumulé sur une première année, donc l'année de rodage, c'est jamais la meilleure. Il a fallu qu'on se dépêche, qu'on fasse du moteur pour être à l'heure à notre propre baptême, etc. On est à 2,09 grammes par tonne par CO2.
qui, sauf contradiction, semble être en tout cas parmi les transports maritimes un des transports les plus décarbonés, et a fortiori parmi les transports tout court, peut-être le transport le plus décarboné au monde. Nous avançons sur un choix de sister ships suffisamment impactant en termes de taux de fret, qui aujourd'hui sont finalement assez bas pour conquérir des volumes industriels de marchandises. On parle de quelques centaines d'euros par tonne, valorisant un label qui s'appelle Anemos, venant du dieu grec des vents porteurs, qui permet, sans cannibaliser la marque du client, d'y apporter une vraie transparence sur son journal de bord, l'impact et le lieu au terroir et le lien au lieu d'origine. 6 navires suivants, des sister ships, sont actuellement en cours de construction. Donc on a Anemos Atlas. Le numéro 3 s'appelle Atlantis. Il est en livraison en février 2026. Le numéro 4 s'appelle Atlas. Il est pour livraison avant l'été 2026. Donc on a un modèle de flotte, de fréquence, de régularité et d'impact extrêmement important au-delà de la décarbonation, la désacidification des fumées de nos navires, la division par presque 20 des facteurs de bruit par rapport à un 150 EVP qui serait probablement le point de comparaison. Alors qu'il nous reste 2 minutes ici ce soir, je me suis permis de poser une question tout à l'heure entre ces murs. Nous sommes, je pense ici, à cette table, les représentants d'une industrie peut-être naissante, très courageuse, très innovante, qui prend en fait tous les risques techniques du routage, de la forme de carène, des choix de gréement, pour des navires généralement assez petits, face à une industrie effectivement gigantesque, très capitalistique, et je ne crois pas qu'ici, si j'ose dire, on fasse ça pour le fric, ni on fait ça pour apporter une valeur au maritime dans sa capacité à décarboner et une certaine dignité qu'on peut également apporter à nos marins, à nos armements, dans une proposition de valeur qui est réellement décarbonée aujourd'hui. La limite du carburocentrisme, qui espère que des miracles arriveront grâce à de l'énergie très décarbonée, qui sera très abondante, très peu chère. J'ai tendance à me rappeler que Lavoisier ou la thermodynamique prévalent sur les lois des hommes. Et donc nous regardons peut-être pas trop du côté de ces promesses, en tout cas qui semblent assez miraculeuses. Depuis une dizaine d'années, nous, avec, on va dire, la majorité actuelle, passons de rendez-vous manqués en peut-être désillusion. Aujourd'hui, on est face à un Trump, face à un pétrole bas, à des taux de fret bas, à des courbangies d'armateurs qui se lancent. Et nous avons une opportunité, je le crois, historique en tant que pays qui, effectivement, porte les premiers primo-armateurs, 50 équipementiers en tout. Une espèce de zeitgeist français qui est là actuellement. Et cette Assemblée nationale qui porte finalement, j'ose dire, le peuple français, au-delà de l'exécutif, on est dans une situation extrêmement particulière. On a aujourd'hui un texte quasi transpartisan qui reconnaît, qui définit qui nous sommes et qui peut non pas aider ou soutenir, mais peut-être avant tout protéger, donner un périmètre, se donner des rendez-vous législatifs ultérieurs et peut-être tout simplement essayer de délivrer certaines promesses qui ont pu être faites. Je pense à celle des C2E sur Rugy qui date de 2019, je pense à celle du suramortissement vert qui n'existe plus aujourd'hui et je pense à d'autres certainement dispositifs présents dans la 1502 et je me réjouis en tout cas, Monsieur le Président, Monsieur le député et tous de pouvoir être à l'Assemblée nationale en train de discuter de ça. Ça veut dire également que le transport vélique change d'orbite, change de dimension. Nous ne sommes plus que dans les pages bizarreries ou dans les pages loufoques. En fait, on est probablement, in fine, le seul transport réellement décarboné qui existe aujourd'hui, qui est une véritable proposition de valeur et qui, à mon avis, est une richesse pour le pays. Donc merci pour votre attention et encore une fois, ravi d'être là en toute humilité d'écouter vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir scrupuleusement respecté votre temps de parole, ce qui va nous permettre d'avoir un échange avec la salle, en espérant, mais je n'en doute pas qu'il y aura des questions ou des remarques. Donc, dès le moment, n'hésitez pas à lever la main. Sinon, moi, j'ai 2 questions que je peux vous livrer en attendant pour vous encourager. La première, c'est vous transportez des morceaux de fusée, du café. En gros, vous pouvez transporter tout. Ou est-ce qu'il y a quand même des marchés, des marchandises où ça paraît plus compliqué de le faire à la voile? C'est la première question. Et la deuxième, c'est, là vous êtes 3 néo-armateurs qui faites que de la voile.
mais parmi les armateurs français et mondiaux, il y en a beaucoup qui n'en font pas du tout. Et donc la question derrière du rétrofit des navires, si on ne veut pas se limiter à être des petits ou même des grands modèles, mais qui occupent un segment marginal, mais bien être présent très massivement à l'avenir, c'est quoi qu'est-ce qui manque ? Ce matin, Yves Parlier disait que les armateurs français étaient peut-être un peu frileux. En tout cas, il vous lançait un appel à aller sur ces technologies. Qu'est-ce qui manque, peut-être, Édouard Loudreyfus, pour que les armateurs français se lancent massivement sur le Vélic et a fortiori sur du Vélic avec des équipements, voire des navires construits sous nos latitudes? Moi, je veux bien répondre sur les produits d'abord, parce que Allez, la question sur les produits. On peut transporter à la voile tout ce que les navires conventionnels transportent. Nous, on transporte pour l'instant, en tout cas, à la palette, mais ce sera le dernier navire qui transportera à la palette. Après, on passe au conteneur, parce que les chargeurs cherchent ça, en fait. Le marché, évidemment, souhaite que la navigation à la voile rentre un peu dans la norme. Et il faut avouer que les THC, par exemple, donc les frais de docker, Terminal Handling Cost, sont à peu près divisés par 10 lorsqu'on charge en conteneur. Donc ça a un impact très significatif sur le prix. D'autre part, les chargeurs et le marché en général aiment beaucoup la voile, mais ils veulent quand même qu'on trouve une efficacité économique. Donc évidemment, il faut trouver ça, il faut de l'économie d'échelle. Même si, et je le précise, on n'arrivera jamais en fait à concurrencer le pétrole qui coûte quasiment rien et qui ne paye quasiment rien encore aujourd'hui pour ses externalités négatives. Nous, on a des limites sur les produits qu'on transporte tout de même, mais ce sont des limites un peu philosophiques. On ne produit que des produits bio, parce qu'on considère que le changement climatique, évidemment, c'est un problème, mais que l'effondrement de la biodiversité, par exemple, ou la pollution des eaux, c'est au moins aussi important, si ce n'est plus, même si les phénomènes sont en fait très liés. Donc si on me demande un jour d'aller transporter du Roundup de la marque Monsanto, je dirais non. Voilà, c'est juste un exemple, et il y en a sans doute pas mal d'autres, mais on essaye quand même d'être cohérent dans la démarche et de ne pas faire n'importe quoi avec nos voiliers. Voilà. Ouais, je vais prendre le relais un petit peu. Alors, d'abord, déjà, peut-être une toute petite parenthèse. Guillaume, je connais la passion que tu mets dans tes propos, et parfois, normalement, mais je peux pas te laisser dire qu'il n'y a pas de réglementation dans le transport international, en revanche. mais heureusement, d'ailleurs. Mais non, pour revenir à ce qu'on disait, et ce que dit Olivier, effectivement, le transport par palette et le transport par container est dédié aux produits manufacturés. C'était ce que disait Niels tout à l'heure, c'est ce qu'il a expliqué, et ce qui représente à peu près 14 ou 15% du transport, des volumes de marchandises transportées dans le monde. Pour le reste, notamment les marchandises en vrac, que ce soit en vrac sec ou en vrac liquide, malheureusement ou heureusement, parce que c'est ce qui permet aussi de réduire les émissions à la tonne transportée, la massification des volumes est absolument nécessaire. Et qui dit massification dit des très gros navires, avec des gros déplacements d'eau, avec beaucoup d'enfoncements, avec des gros volumes, sur lesquels, malheureusement, enfin en tout cas, aujourd'hui, ne peuvent pas être transportés en propulsion vélique exclusive. C'était un peu pour revenir au propos que je disais, d'où l'intérêt d'essayer de réduire par tous les moyens possibles, et je reviens à Mathias, c'est ce que vous disiez, le rétrofit des navires, donc le rétrofit des moteurs pour consommer moins, les systèmes d'aide à la propulsion, que ce soit les voiles, que ce soit les kites, enfin tout ce qui peut permettre de réduire la réduction de vitesse, évidemment, tout ce qui peut permettre de réduire la consommation de carburant des navires, va avoir un impact très fort sur les émissions que l'on procure. Mais je voulais rappeler ça, c'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème idéologique, c'est pas un problème d'engagement, c'est malheureusement un problème de réalité des volumes à transporter et de technologie. On ne peut pas transporter de tels volumes avec le Vélic. On le regrette tous. Mais en appui Vélic, c'est possible. C'est en appui Vélic. On doit y aller à fond.
Il n'y a pas de limite à ce niveau-là quand même. Mais Ouais. évidemment, on préférerait le faire en pure vélique. Mais sur un navire de 300-400 mètres, oui, je pense que On c'est peut, bon. mais on peut, et que ce soit des voiles, des rotors, des quatre, chaque pourcentage que l'on gagnera en réduction de consommation, c'est bon à prendre et on doit le prendre. Oui, du coup, comment on fait pour qu'il y ait davantage d'armateurs qui s'engagent sur davantage de navires, à minima sur du rétrofit, plus que sur des nouveaux. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque? Si quelque chose bloque, si rien ne bloque, tout va bien. On se demande pourquoi on fait ce colloque, mais je peux penser qu'il y a besoin d'un petit coup d'épaule pour franchir passer à l'échelle du dessus, quoi. Ouais, c'est les. Non, je vais très vite. Bon, moi, je suis pas ingénieur naval, donc je vais laisser les spécialistes répondre. Oui, aujourd'hui, il y a les navires qui sont sur l'eau aujourd'hui n'ont pas été conçus pour fonctionner avec du vélique. Donc le gain que l'on peut apporter avec des rétrofits en ajoutant des voiles, des rotors, des quais, etc., sera de fait un peu limité. Pour parler de ce que l'on fait chez nous, chez les Dreyfus Armateurs, on a remporté un appel d'offres auprès d'Airbus pour transporter leurs morceaux d'avion à travers l'Europe et vers les États-Unis. Ces navires seront avec des 6 rotors d'aide à la propulsion vélique et ont été conçus dès le départ pour avoir un système d'aide à la propulsion vélique. Et donc, à partir du moment où on conçoit la forme du navire pour cela, l'effet d'efficacité est énorme. Et je pense que c'est ça un peu la principale limite que l'on a sur le rétrofit des navires et sur le degré d'efficacité que peuvent apporter les voiles sur les navires existants. Tout à fait, Edouard, merci beaucoup. Pour que chacun ait bien l'idée en tête, ce qu'il faut comprendre dans un voilier cargo, c'est qu'en gros, c'est à peu près aussi différent sous l'eau qu'au-dessus du pont. On a l'impression qu'on met un gros bateau, des voiles dessus, que tout va bien se passer. Il y a des phénomènes de dérive, des phénomènes de gîte, donc de plan anti-dérive ou de stabilité des navires qui ne sont pas du tout prévus pareil. Donc avoir la même ambition écologique ou de décarbonation sur des voiliers cargo qui pourraient se déployer à des pourcentages de propulsion majoritaires sur la flotte existante, effectivement, c'est complètement vain d'y penser comme ça. Une fois que ceci est dit, il existe des solutions. Il y en a, donc il y avait la table ronde de ce matin. Il existe en France des mines de ces technologies-là qui peuvent avoir les 5, 10, 15, 20% de décarbonation et en valeur absolue, c'est absolument énorme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réglementation internationale, et non, bien au contraire. On espère avoir une gouvernance internationale entre UEMO et OMI qui soit à des niveaux d'ambition écologique qui ne nivellent pas également par le bas le niveau réglementaire, parce que c'est peut-être ce qu'il faut craindre également dans ces instances internationales. Nous, on transporte café, cacao, on transporte des produits dangereux, on transporte des produits froids, on transporte des vins, des spiritueux ou des pièces de moteurs d'avion, on transporte du pharma, on transporte... Et donc on peut effectivement transporter grosso modo tout. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est parfois plus rapide en vélique, c'est ce que nous proposons, nous vendons un transit time meilleur, ainsi qu'une qualité qui permet de ne pas perdre, par exemple, les vins avec les bouchons qui sautent ou les cafés qui prétorifient dans les conteneurs avec un effet four. Le vélique permet également un mieux-disant qualitatif. Un tout dernier petit point, ce qui dépend vraiment de la capacité à passer sur des gréements géants, sur des navires géants, c'est en fait le plan de pont. Quel est votre pont? Je vous dirai quel sera votre gréement. Et il peut être paradoxal de penser que les derniers plus grands voiliers au monde étaient des pétroliers à la fin du 19e siècle, qu'effectivement des chimiquiers, des carcarieurs, des tankers sont peut-être paradoxalement des navires qui sont tout à fait aptes à passer en termes d'occupation du pont sur des gréements très ambitieux, là où le conteneur, vous voyez bien dans les développements, pose quelques petits sujets de où est-ce qu'on passe, où est-ce que est la taille de ce gréement face au risque croisé des portiques et du gréement. Donc il n'y a pas de limite à la voile, il ne faut pas s'arrêter à une photo qui est celle d'aujourd'hui, on ne peut pas. Voyons le film. Nos voiliers de 1000 tonnes avec 7 safe manning, allant à 10 nœuds à 2 grammes CO2 tonne kilomètre, c'était dans ces configurations-là impossible il y a 2 ans. Bon, maintenant c'est possible. Dans 5 ans, dans 10 ans, on peut effectivement, alors qu'on a un peu les pionniers, les Louis Blériot, là, imaginer un saut technologique extrêmement important qui permet de mutualiser du matériau, de l'intelligence, du routage, du software. Nous n'en sommes qu'à ces balbutiements-là. Donc, ne sous-estimez surtout pas le vélique, l'énergie du vent elle est illimitée, elle est gratuite, là où ailleurs il semble que ce soit exactement tout l'inverse. Pardon Nils, tu avais un mot à dire. Nils Joyeux, oui, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, tout a été dit, je pense, sur le sujet du refit, mais c'est vrai que c'est frustrant ce sujet parce qu'on se dit que, effectivement, il y a, je ne sais plus combien j'ai dit tout à l'heure, 47 000 bateaux qui sillonnent les mers, et donc, idéalement, il ne faudrait pas attendre qu'ils partent tous à la casse pour les refiter. C'est pour après. Non, c'est pour... Ok. Et donc, c'est 30-40 ans. Ça dépend, 25 c'est bien. Ça dépend où est-ce qu'il a été construit. 20-25 Pardon, les navires de charge dont la structure souffre beaucoup, 20-25 ans, c'est pas mal. Après, ça devient un peu joueur. Et donc... Dans 25 ans. C'est tout l'enjeu, effectivement. C'est que les navires qui seront sur l'eau en 2050 sont ceux qui seront commandés très très rapidement et qui seront livrés très rapidement. Donc nous, on n'est pas un armateur existant avec une flotte de 10 ou 20 bateaux, mais néanmoins, même en tant que néo-armateur, on a déjà regardé l'opportunité d'acheter un navire d'occasion et de le refiter. Et donc si on ne le fait pas, c'est parce que en fait, c'est pas, économiquement, ça tient pas, et ça tient pas pour plusieurs raisons. On l'a dit, le bateau, il n'a pas été conçu pour, et donc juste pour rentrer dans un peu plus de détails, si on met des voiles dessus, on va perdre de la capacité de chargement, donc c'est du manque à gagner, ça c'est une première chose. Ensuite, les moteurs de propulsion, c'est des gros moteurs de temps un peu spécifiques qui sont faits pour tourner à un certain régime, c'est-à-dire tout le temps à un régime fixe. Et donc, si vous mettez des voiles, les jours où il y a du vent, le moteur va être utilisé dans une plage de fonctionnement pour laquelle il n'a pas été prévu. Donc, idéalement, il faut soit changer de moteur, soit utiliser le moteur initial dans des conditions qui vont le dégrader et dans lesquelles il va être sous-performant. Il faut effectivement, idéalement, modifier la coque, la carène, donc la partie sous l'eau, et donc ça va coûter très cher. Et si on ne le fait pas, le bateau va avancer en crabe. Donc on va avoir la satisfaction d'avoir des voiles qui vont pousser fort, mais par contre, on va tellement perdre en traînée avec le bateau qui avance en crabe que finalement, le bénéfice économique n'est pas forcément là. Donc c'est juste pour apporter un peu du détail et pour expliquer pourquoi tous les armateurs ne se jettent pas sur les voiles immédiatement. C'est qu'en vrai, il n'y a pas de ROI en 3 ans ou 5 ans, à part dans quelques cas particuliers. Et dans ces cas-là, en fait, on ne s'en prive pas. Enfin, je serais curieux de... Lise, si tu as le chiffre en tête, mais il faut savoir que, notamment en Asie, il y a pas mal de vraquiers qui sont refités avec des types de voiles qui s'appellent des rotors Flettner, et donc qui vont équiper les bateaux avec ces rotors et qui vont venir économiser 10-15%. Et aujourd'hui, je te donne un chiffre un peu comme ça, moi je dirais 150 ou 200, c'est l'ordre de grandeur. Un peu moins que ça, mais plus que 100. Non, bon alors désolé. Et bref, en tout cas, il n'y en a pas de 10. C'était l'optimisme de la volonté. Je vous propose de vous donner la parole dans la salle. Donc j'ai vu François Lambert et Éric Coquerel lever la main, mais allez-y, madame. Plusieurs questions. Bonjour, Fanny Pointet de l'ONG Transport Environnement. Merci pour vos interventions. J'ai une petite question pour Édouard Louis Dreyfus, en tant que président d'Armateurs de France, et aussi, vous représentez aussi votre entreprise. Vous avez parlé de la réduction de la vitesse, qui est effectivement très intéressant aussi pour combler finalement les lacunes des autres solutions technologiques. C'est très bien, certains le font, certaines entreprises le poussent, et c'est ce que vous faites notamment. Mais que faire pour que ça soit adopté par le plus de navires possible ? Est-ce que vous soutiendriez une mesure, par exemple, à l'échelle européenne pour forcer tous les navires qui arrivent en Europe de ralentir ? Et quels pourraient être les effets indésirables d'une telle mesure si c'était le cas ? Je prends peut-être plusieurs questions pour... François Lambert. J'ai déjà parlé ce matin sur l'ENSM. Je voulais juste inviter les armateurs qui sont présents et qui s'intéressent notamment au refit, à un événement que vous connaissez puisqu'on l'a repris récemment, en lien d'ailleurs avec Denis qui est ici présent, qui s'appelle HydroContest by ENSM et qui est précisément un applicatif à ce que vous évoquez. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le président d'Armateurs de France sur le fait que la flotte mondiale ne peut pas s'adapter aujourd'hui au vélic. Par contre, il y a des aides qui sont possibles, des aides complémentaires à la navigation. On a, en plus de ce challenge qui est promu par l'ENSM, organisé par l'ENSM, c'est une association qui émane de l'ENSM maintenant, qui vient d'être constituée. On a un exercice qui est un use case sur le refit de navire. Alors c'est sur la forme d'un hackathon, on est tout à fait prêt à l'adapter, mais je crois que du 28 au 30 avril, vous feriez bien, tous les trois, peut-être
pas tous les 4, mais en tout cas des adhérents d'Armateurs de France, d'être présents pour inventer ces solutions, parce que la voile ne pourra pas être complètement étrangère à la solution portée. Quelles sont les dates ? Du 28 au 30 avril et au stade nautique Florence Artaud à Marseille. Éric Coquerel, et s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, avant de poser ma question, moi j'écoute depuis ce matin un petit peu et pour le coup j'ai l'impression que je suis d'accord avec Guillaume Legrand, même malgré tout à l'heure le dialogue un peu musclé, mais où je ressens un peu l'idée de finalement soyons plus ambitieux encore que ce qui est avancé. Bon. Et moi je suis d'accord avec ça, parce que je pense que l'idée de la décarbonation, c'est pas quelque chose qui doit être un plus, c'est que c'est vital. Voilà. Et que ma réflexion, c'est qu'à partir du moment où on a un mode de propulsion naturel sur les mers, qui est le vent, il n'y a pas de raison de ne pas se fixer un objectif maximum. Voilà. Et qui... donc moi je pars de ça, et je me dis qu'on doit y arriver. Voilà, parce que l'enjeu est finalement fondamental. Alors j'ai compris que pour y arriver, il y avait quelque chose qui était absolument nécessaire, c'est de revoir le commerce international pour éviter qu'il y ait le grand déménagement du monde, ce que je crois, et ça j'ai compris que c'est pas la propulsion vélique qui peut résoudre. Je sais pas quelle est la part des bateaux de 300-400 mètres dans le commerce. Sur votre tableau, j'essayais de voir tout à l'heure, mais enfin il doit être quand même relativement important. Donc ça j'ai compris que c'était inaccessible comme idée. Donc l'idée, ça sera d'arriver à les diminuer drastiquement, qu'on n'ait plus à transporter des marchandises de cette taille-là et qu'on relocalise, etc. Je reviendrai là-dessus, mais ça c'est pas la propulsion vélique qui peut le résoudre. Par contre, j'ai compris qu'on peut y aller jusqu'à 200 mètres, globalement. Hein, c'est à peu près ce qui a été dit ce matin. Et alors la question que je voulais vous poser, c'était en lien avec ce que disiez tout à l'heure Nils Joyeux. Vous disiez, bon, pour l'instant, on peut atteindre 33%. Ma question, c'était, est-ce que c'est atteindre 33% en tenant compte de la flotte existante ou c'est une approche où vous dites, bon, c'est à peu près ce qu'on peut ambitionner. Autrement dit, ma question derrière, c'est que si maintenant on part d'un niveau, alors j'ai compris que c'est dans 25 ans, où c'est plus du rétrofit, c'est des constructions de bateaux faits pour ça. Ma première question, c'est que est-ce que le pourcentage peut augmenter dans ces cas-là? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui manque? Alors, j'ai compris au niveau des aides financières, on en parlera à la troisième table, mais qu'est-ce qui manque technologiquement pour que les chantiers, tout à l'heure j'entendais votre anecdote avec Pierre You, vous avez été, en gros, vous les avez conseillés, pour que quelque part les chantiers se mettent au niveau de ce qu'il faudra faire comme type de construction, bon, ce qui implique formation, ce qui implique peut-être des... Voilà, c'est un peu la question que je voudrais vous poser là-dessus, comment on fait, quoi. Je peux répondre sur ce point. La méthode pour y arriver, c'est de s'y coller, en fait. Donc si les chantiers doivent se coller à ce genre de construction, il faut qu'il y ait des clients. Si on veut qu'il y ait des clients, il faut que ce soit intéressant. Il faut qu'on sorte en fait du paradigme actuel qui est d'avoir un transport pétrole qui objectivement est quasiment gratuit. En fait, c'est quelquefois très étonnant de voir à quel coût on peut expédier des conteneurs de l'autre côté du globe. Alors, c'est une très bonne chose pour le portefeuille, c'est une très mauvaise nouvelle pour la planète, et c'est évidemment notre problème. Donc il faut donner l'envie ou l'obligation, je ne sais pas comment dire les choses, à ces chargeurs de s'astreindre en fait à accepter de payer un coût un peu différent, évidemment, plus cher à la voile. Lorsque les chargeurs sont motivés, les armateurs peuvent lancer des chantiers. Quand les armateurs lancent des chantiers, s'ils sont compétents pour les guider, ils peuvent aider en fait la filière industrielle. Si la filière industrielle voit ses carnets de commandes se remplir, elle va pouvoir se développer, etc., etc. Mais ça ne se fera pas, à mon avis, enfin même si c'est le sens de l'histoire, à mon avis, la voile va très bien se porter et ça va se développer, mais ça ne se fera pas à la bonne vitesse si l'État n'est pas intervenant dans ces opérations. Il faut des incitations, pas forcément fiscales, je suis d'accord, il y a sans doute d'autres moyens, mais des incitations comme celles qui ont pu être faites pour l'éolien, par exemple, parce que j'ai vraiment très bien connu ça. C'est ça qui a permis le développement en fait de cette filière, même si la France, pour le coup, a réussi à passer devant la vitrine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en ne sachant pas construire. Il y avait un constructeur qui s'appelait Vernier, et il le fait plus maintenant.
Mais la France ne construit pas d'éoliennes. Donc il ne faudrait pas que ce soit la même chose pour le naval, alors qu'on a absolument tout. Enfin, on a un savoir-faire considérable. Donc oui, on a des idées, mais essayons de passer à la mise en œuvre, évidemment. Ouais. Nicolas Joyeux. Oui, c'est en fait c'est compliqué de parler de pourcent parce qu'en vrai ça ne veut pas dire grand-chose. Je reprends l'exemple de tout à l'heure quand j'ai présenté Canopée. Je vous disais que ce même navire sur une ligne donnée, si un jour vous naviguez à 16 nœuds, enfin on va dire si pendant 1000 jours vous naviguez à 16 nœuds, en moyenne vous allez économiser plutôt 10%, et puis 1000 autres jours vous utilisez exactement le même bateau sur la même ligne à 11 nœuds et vous allez pouvoir vous targuer d'être à 40. Donc en fait, vous voyez, c'est juste une question de vitesse. Et donc, quand vous demandez les 33%, c'est la flotte en l'état actuel à la vitesse actuelle. Il suffit que tout le monde décide de réduire la vitesse de 2 nœuds. Bon, d'une part, on va tous moins consommer. Et en plus, on aura la satisfaction de voir le pourcentage de la part vélique augmenter automatiquement. Donc, c'est pour ça que le pourcentage, il faut s'en méfier. Et donc, on essaie plutôt, on va dire, les chargeurs, donc nos clients. Enfin, on va dire, dans le milieu de la logistique, on ne parle pas de pourcentage d'économie, mais de grammes de CO2 émis par tonne transportée et par kilomètre parcouru. Et c'est ça qui nous guide finalement. Et en fait, c'est assez touchy parce que, vous voyez, on décrit beaucoup les gros porte-conteneurs CMA CGM de 400 mètres. Enfin, je ne sais pas si on les décrit, mais en tout cas, souvent, on aime bien les décrire. Et donc, ces bateaux-là, pourquoi ils sont énormes? C'est pour aller chercher des économies d'échelle et donc réduire le coût du slot, le coût du transport d'une unité. Et ces économies d'échelle, elles sont extrêmement efficaces pour ce qui est du prix, mais aussi pour ce qui est du CO2. C'est-à-dire que vous avez une empreinte carbone par unité transportée qui est extrêmement faible. Et donc, une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez voir que si à l'inverse, je compare cet énorme navire à moteur de 400 mètres à un autre petit bateau, toujours sans voile, hein, d'accord, un autre petit bateau, mettons, je dis n'importe quoi, un petit cargo de 60 mètres, sans voile, je vais avoir une empreinte carbone énorme avec ce petit bateau. Et donc maintenant, si je commence à vouloir mettre des voiles sur ces bateaux-là, avec le petit, je pars de tellement loin que je suis condamné à l'exploit et je suis condamné à faire au moins 80-90% de voiles pour aller rejoindre l'autre au niveau de son intensité carbone. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier des pourcentages d'économie à la voile, parce qu'un petit bateau qui économise 90% peut avoir la même intensité carbone qu'un moyen qui économise 30%, qu'un gros qui économise 15%, et même qu'un énorme qui économise rien du tout et qui n'a pas de voile. Donc quand on se plonge dans les chiffres, c'est pas aussi facile que ça. Mais pour apprendre, c'est utile. Ouais. Édouard, du coup, très bonne transition sur la question sur la réduction de vitesse de Fanny Pointet. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il pourrait y avoir une réglementation européenne? Oui, mais c'est pas ça. Enfin, il faut qu'elle soit mondiale, sinon ça marchera pas. Les moindres régulations locales donnent lieu à des arbitrages. C'est tout le sujet de discussion des ETS en ce moment et la raison pour laquelle, côté Armateurs de France, on pousse pour une taxe mondiale du carbone et non pas une taxe au niveau européen. Sinon, il y a des arbitrages géographiques et on s'en sort pas. Sur la réduction de vitesse, comment on peut inciter? Je pense que les règles qui nous attendent vont le faire d'elles-mêmes. Aujourd'hui, d'ores et déjà, on est dans le système des ETS, c'est-à-dire des compensations. Les armateurs européens doivent compenser leurs émissions carbone, enfin les calculer et les compenser l'année d'après. Ça existe depuis l'année 2024 et donc c'est la première année 2025 où on le fait. Donc le coût du carbone, puis d'ici 2030, l'obligation de réduire de 40% les émissions de carbone au niveau mondial, vont inciter les armateurs à réduire leur vitesse parce que réduire de 40% on en revient toujours au même sujet, sur la flotte existante, il y a pas mal de sujets, il y a le rétrofit quand c'est possible, il y a les systèmes de propulsion vélique quand c'est possible, mais une solution qui est simple, efficace et qui est de bon sens et qui est applicable par tout le monde, enfin, j'y reviendrai pas par tout le monde, c'est de réduire la vitesse. Donc je pense que d'être confronté au coût, au surcoût d'émissions de carbone et à partir de 2030 va obliger les armateurs qui peuvent à réduire leur vitesse et ça va arriver comme ça. Donc c'est le principe de réalité qui va l'imposer. Néanmoins, réduire la vitesse n'est pas possible pour tous les types de
de lignes, de navires de transport. C'est possible pour les tankers, les gaziers, c'est possible pour les navires de vrac sec. Pour tout ce qui est lignes régulières, c'est-à-dire les ferries, les porte-conteneurs, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce que réduire la vitesse veut dire allonger le temps de transport, enfin de transit maritime, et donc un peu exploser tout le maillon logistique qui est mis en place avec les feeders, etc. Donc c'est une très bonne solution, très simple, très pratique, gratuite, mais c'est pas possible pour tout le monde. Oui, Rapidement, deux questions. Une, je crois que vous êtes tous les deux, vous vouliez rebondir sur la question de comment on évalue la baisse des émissions. Et puis, tous les deux, juste au plus près de moi, vous vouliez dire un mot sur les e-fuels et l'articulation, ou en tout cas comment ça prend place, y compris par rapport au Vélic. Et après, je passerai à la table ronde suivante. Mais non, oui, tout à fait, Edouard. Bravo pour tout le combat que tu tiens et que ton très regretté papa avait porté bien avant tout le monde d'ailleurs, sur le ralentissement et le low hanging fruit en bon français qu'on peut aller chercher avec toutes les limites et les nuances que ça doit avoir. On le voit sur des services qui sont contraints, vitesse, conteneurs, ferry, PAX. On le voit aussi que mettre des navires plus lents qui décarboneraient donc de façon immédiate cette ligne, ce transport, ce service-là, ça impliquerait certainement mettre un deuxième ou un troisième, donc mettre plus de navires aussi. Donc il y a des effets rebonds également dans le cas du ralentissement qu'il faut voir. Non, je voulais juste abonder dans le sens de ce que disait Niels. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on nous a demandé, alors vous êtes à 90% de moins, 80, 70, 95, 92, 67, bref, etc. Il convient de remettre un petit peu l'église au milieu du village. À quoi on se compare? Des navires de même taille, à un équivalent de nos volumes sur des navires plus grands, parce qu'ils sont généralement plus grands. Et y a-t-il une réelle transparence dans le shipping? Amusez-vous à aller chez les plus grands transporteurs en conteneurs, regardez quels sont leurs taux de décarbonation. Vous verrez que c'est des trucs un peu gravés dans leur site. Et quand on regarde un petit peu les machines, les moteurs, leur vitesse, les optimums des machines, on se rend compte qu'en fait, on est certainement dans une très forte minoration. Donc le Dieselgate, si on peut le dire ainsi, n'a pas forcément eu lieu dans le maritime. Donc allez-nous nous comparer à des chiffres qu'on sait déjà donc très bons, puisque gigantesques par rapport à l'unité transportée sur des navires énormes, et en plus qui sont probablement pas transparents et qui sont probablement dans un sens d'une certaine minoration, puisque pas de contrôle, y compris post-directive MRV, et toujours quelque chose qu'on essaie d'éviter pour parler d'un 2 grammes CO2 tonne kilomètre. On va tendre vers le 1 gramme CO2 tonne kilomètre. Les autres, où en êtes-vous sur les chantiers? Et bravo à Grain de Sel d'avoir pu essuyer les plâtres avec Grain de Sel 2 chez Piriou, certainement. Alors nous qui commandions un navire entier avec l'intégration du gréement, effectivement, ça les remue, ça les challenge. Il y a des détails que je ne rentrerai même pas dedans, qui font que subitement, en France, on a cette spécificité d'avoir des espèces de génie bricoleurs autour des Formule 1 des mers, du carbone notamment, du routage, qui sont de la grande époque de Tabarly, de la grande course au large. Je vois Yves qui est devant moi, et qu'on a réussi et Marc, et qu'on arrive évidemment qu'on essaye en tout cas de transmettre sur une industrie qui n'a rien à voir, qui flotte aussi, qui s'appelle le shipping, le transport maritime. Et les choses ne marchent pas tout le temps pareil. Noma a construit à Lorient, ils font 55 mètres, et effectivement, les passer en Marmare, les passer sur des sociétés de classification, c'était des choses tout simplement dans leur jargon, dans leur corpus réglementaire qui n'existait pas. Donc il y a eu quelque chose d'extrêmement auto-performateur, auto-découvrant dans le fait de le faire. Donc effectivement, ce sont des mâts français, des voiles françaises, des actionneurs français qui n'ont pas été nommés parmi les navires équipés français, mais et qui ont un très fort démultiplicateur par les PME qui travaillent derrière en termes d'un euro qui crée plusieurs euros derrière, et je pense qu'il faut les challenger, les chantiers français si possible. Nous en Vélic on commande en France, je crois qu'il y a des Vélic qui ne commandent pas en France, et il y a une garantie interne, utilisons-la pour ça. Niels Joyeux et puis Olivier Barraud pour le mot de la fin de cette table ronde. Je voulais revenir sur la question de M. Coquerel sur le pourcentage de la solution que peut représenter la voile. Et donc tout à l'heure, je parlais de réduction de vitesse, voile, et puis après, il restait 40% dont on ne savait pas quoi faire. Et donc je trouvais important de revenir toujours sur ce sujet des carburants de synthèse, parce que c'est un sujet qui est assez opaque, dont personne ne parle, mais sinon, dans le milieu du shipping, c'est
le grand sujet. Toute la décarbonation de l'industrie repose sur la perspective de produire ces fameux carburants de synthèse. Et donc, juste me permettre d'essayer de vulgariser ce dont on parle, parce que souvent on va dire oui, il y a l'ammoniac, il y a le méthanol, etc. Comme si c'était une myriade de solutions, alors que l'idée de départ, c'est quand même d'utiliser de l'électricité décarbonée pour faire avancer ces bateaux. L'électricité décarbonée, ça peut être nucléaire ou renouvelable. Avec ces électrons, on pourrait les stocker dans des batteries, mais en fait, ça prend trop de place. Ça marche pour des petits véhicules, mais pas sur un gros cargo. Donc, exit l'idée des batteries. Il faut transformer cette électricité en hydrogène. Hydrogène qui prend potentiellement un peu moins de place sur des gros véhicules. Mais là encore, on atteint un peu les limites. Sur un gros porte-conteneur ou un gros vraquier qui traverse les océans, on ne peut pas stocker assez d'hydrogène. Ça va coûter trop cher, que ce soit à l'état liquide, cryogénisé ou gazeux. Bref, c'est trop compliqué et trop coûteux. Donc il faut faire intervenir une troisième transformation et utiliser cet hydrogène pour synthétiser un truc plus simple à utiliser. Et ce truc plus simple, aujourd'hui, il y a 3 carburants qui tiennent un peu la rampe. C'est l'ammoniac, le méthanol ou le méthane de synthèse. Et donc, c'est étonnant. Je pensais qu'au fil des années, on verrait un carburant s'imposer un peu plus que ça, mais personne n'a l'air de bien savoir dans quel sens, de quel côté la pièce va tomber. Mais en tout cas, les armateurs ont vraiment joué le jeu. Je veux dire, les grands armateurs mondiaux, et notamment CMA-CGM, mais aussi Louis Dreyfus Armateurs, vous avez commandé des navires avec des moteurs, ce qu'on appelle dual fuel, c'est-à-dire que pendant la première partie de leur vie, ils peuvent continuer à brûler du diesel classique, et puis ensuite, dès que les carburants de synthèse, ces fameux carburants seront disponibles, on peut ensuite switcher. Et donc, le grand problème de ces carburants, c'est que quand vous faites les maths, en fait, quand vous regardez la consommation d'énergie de tous les navires dans le monde et que vous faites la conversion et que vous essayez de voir quelle quantité d'électricité il faut produire, juste pour les bateaux, il faut 4 millions d'éoliennes ou 2000 centrales nucléaires supplémentaires juste pour décarboner les bateaux. Et ça, c'est sans parler du fait que, de toute façon, il n'y a pas assez de cuivre et il n'y a pas aussi non plus assez de carbone biogénique pour produire ces molécules, parce que donc l'hydrogène, on le mélange avec du carbone biogénique. Et ça, c'est sans non plus parler du fait que toute l'industrie de l'aviation fait reposer aussi sa stratégie de décarbonation sur le recours à des SAF qui sont produits de la même manière, et sans parler non plus de l'électrisation de tout le parc automobile, etc. Donc ça, c'est un énorme cul-de-sac dans lequel on se dirige. Et donc, à mon sens, il n'y a pas vraiment de solution à l'équation. Et effectivement, il va falloir d'abord réduire la vitesse, ensuite, idéalement, mettre des voiles partout où on le peut. Et puis après, si jamais la réglementation se durcit et qu'on peut effectivement plus consommer du pétrole à bas coût, je pense que la solution sera juste de transporter un petit peu moins et d'avoir un peu moins de bateaux. Mais ça viendra à mesure que le transport maritime deviendra plus cher et plus lent. C'est pas du jour au lendemain à se dire bah non, tiens, on va enlever des bateaux de la flotte. C'est juste à mesure que la fluidité du commerce mondial va se gripper petit à petit à cause du ralentissement des navires et du surcoût du transport qu'on va voir peut-être un phénomène de démondialisation. À mon sens, enfin, ça c'est un pari. Mais... Voilà. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Neil. Donc effectivement, le constat n'est pas hyper réjouissant, mais malheureusement, c'est la réalité à laquelle on fait face aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas mobilisé, qu'il ne faut pas garder en tête les objectifs que je viens de dire, dont on vient de discuter. Aujourd'hui, effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a très très peu de navires dans le monde qui sont commandés sans moteur dual fuel. Donc on est d'ores et déjà programmé pour l'avenir. Le gros problème aujourd'hui, c'est la production, c'est ce que vient de dire Neil, c'est la production en quantité industrielle de ces carburants. On les connaît, les carburants, on sait comment ça marche. Les produire en quantité industrielle, aujourd'hui, on ne sait pas faire. L'autre truc qu'on ne sait pas faire également, c'est que pour l'ensemble de la filière maritime française, c'est-à-dire les armateurs, la pêche, l'industrie navale, les ports, être au rendez-vous 2050 et du net zéro, ça nécessitera un investissement de l'ordre de 80 à 110 milliards d'euros. Ça, c'est le deuxième mur auquel on fait face. Le premier étant la production industrielle des carburants, le deuxième est donc le mur financier. Donc c'est juste pour replacer un peu les choses dans leur contexte. Le constat est pas hyper réjouissant, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et c'est pas pour ça qu'on doit ne pas garder à tout prix cet objectif de 2050, parce que si on le laisse tomber, je pense qu'il n'y en aura plus derrière. Voilà. Olivier Barraud. Alors c'est très bien parce que les sujets évoqués, c'était en partie ceux que je voulais évoquer en conclusion. Et Niels, oui, très bien. En fait,
complètement d'accord avec ce que tu as dit. J'ajouterais également que les agrocarburants, donc pas les biocarburants, hein. On dit souvent biocarburants à tort, ils n'ont strictement rien de biologique, hein, au sens absence de traitement. Mais les agrocarburants, donc des carburants issus de la culture énergétique, hein, font également partie du panel disponible, mais également disponibles en très très petite quantité. Et donc le monde du pétrole, qui connaît très bien ces problématiques-là, est aujourd'hui assez persuadé que ces carburants partiront sans doute dans l'aviation, parce que l'aviation n'aura pas d'autre choix en fait que d'utiliser ces carburants. Donc il ne restera pas grand-chose pour les navires marchands. Donc raison de plus pour coller le maximum de voiles sur ces navires-là, pour qu'on ait le moins possible de carburants alternatifs à utiliser. Et c'est ça pour moi en fait l'un des points les plus importants, c'est que tout ce qu'on fera, et si on le fait très bien avec les voiles, ce sera des emmerdes en moins, très clairement. Et donc là, on deviendra plus robuste. On aura moins de performance, mais on aura gagné en robustesse. Et dans un monde instable, comme je le disais tout à l'heure, lisez le livre d'Olivier Hamant, H-A-M-A-N-T. Vous verrez, c'est très intéressant. Ce monde instable nous oblige finalement à plus de robustesse. Et donc il faut trouver des systèmes qui soient des systèmes durables, au sens où ils peuvent se reproduire facilement jour après jour. Voilà. Merci à tous. Je me permets un tout petit mot sur les e-carburants. Peut-être qu'il faut éviter de se laisser leurrer par une technologie finalement assez facile, technosolutionniste, qui permet finalement, avec l'énorme avantage de sortir de l'industrie du transport maritime le sujet. On le renvoie aux fournisseurs de carburant. Aujourd'hui, ce que Niels décrivait très bien, ce truchement d'une molécule qui se fait d'ailleurs par des pertes de rendement très importantes. On fait 0,1 fois 0,1 fois 0,1. Hein, c'est ça qu'on récupère à la fin. Ça vient du gaz naturel qui est fossile à la base. Tout euro investi dans une solution qui peut se terminer vaine, évite à un instant T d'utiliser une solution qui peut sembler anachronique, mais en tout cas très pratique, qui décarbone aujourd'hui, et effectivement évite de se leurrer, à mon avis, vers des nouveaux carburants qui seront largement préférés par d'autres secteurs. Si on plantait de Brest à Vladivostok du colza, qui était uniquement en culture, c'est un calcul comptable, mais quand même, en culture intensive, et on rasait toutes les villes, toutes les forêts de Russie, on ne faisait que du colza intensif, et de cette huile-là, on ne faisait que des carburants, et de ce carburant, on ne faisait que du maritime, on pourrait souter, c'est-à-dire faire le plein, grosso modo, que d'un tiers de la flotte mondiale, dans un monde qui serait complètement cauchemardesque, on ne mangerait plus, on ne vivrait plus, et c'est le cas des agrocarburants, qui, on le voit, ont des externalités sur le monde agricole, sur les terres arables, qui sont énormes. Le problème, c'est que tous les scénarios très sérieux, très doctes de la plupart des grandes institutions internationales repose sur une énergie, une électricité quasi gratuite, très décarbonée, immensément, colossale et très fiable, demain matin, comme si le Père Noël existait, ou effectivement des arrivées d'agrocarburants très faciles parce qu'il suffira d'appuyer sur un bouton. Ça évite de se poser les bonnes questions d'un carburocentrisme duquel on ne sort pas dans le maritime et duquel le Vélic nous permet de sortir. Merci à tous les quatre pour votre présence et votre contribution à cette journée. Je vais laisser la place pour la dernière table ronde de la journée à Christine Arrigui, donc députée du groupe écologiste et social de Haute-Garonne. Et comme Éric Coquerel est un camarade facétieux, il me charge de lancer une petite vidéo de Madame la ministre démissionnaire de la transition énergétique.